vouloir m'écouter, c'est gentil de m'avoir invité et de m'écouter. Moi, je vais vous parler de l'infiniment petit, et l'infiniment petit a beau être infiniment petit, et le sujet est quand même super vaste. Donc, je vais me concentrer sur une particule, et cette particule, c'est la dernière qu'on a découverte. Elle a fait la une des journaux, c'est le boson de Higgs. Alors, le boson de Higgs, c'est pas la particule la plus facile à expliquer, elle est vraiment à part dans notre zoologie de particules. Donc je vais faire du mieux que je peux, mais ça va être un peu plus théorique que ce qu'a expliqué Jean-Pierre. Et surtout, interrompez-moi et posez-moi des questions, parce que c'est un petit peu compliqué, on va dire. Alors je vais d'abord remettre ça dans le contexte, et le contexte, c'est le modèle standard de la physique des particules, que Jean-Pierre a un peu évoqué. Donc la physique des particules, c'est de la recherche fondamentale. Et ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre les mécanismes fondamentaux de la nature, autrement dit, comment l'univers fonctionne en toute modestie, avec un petit nombre de constituants élémentaires et un petit nombre de lois. Comme disait par exemple, j'ai pris 2 prix Nobel, pourquoi pas, comme disait Weinberg, il disait notre boulot, c'est de voir les choses simplement. C'est de comprendre une foultitude de choses très compliquées, de phénomènes très compliqués, de façon unifiée. Et en termes d'un petit nombre de principes simples. Ou dit autrement, de façon un peu plus percutante par Albert Einstein, tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Et vous allez voir que je vais faire mon possible, mais c'est pas simple. Donc en toute modestie, nous, physiciens des particules, on te propose d'expliquer tout, y compris les jolies galaxies, la Terre, la vie plus ou moins, l'être humain, le grain de sable, tout ça, mais avec un tout petit nombre de particules élémentaires, donc de briques. Alors, je vais passer un tout petit moment pour vous expliquer la démarche scientifique, comment on fait. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre l'univers? Comprendre quelque chose, déjà, il faut identifier quelque chose. Donc nous, notre objet d'étude, ça va être les particules élémentaires. Après, comprendre quelque chose, ça veut dire aussi avoir une idée des mécanismes qui sont en jeu, donc avoir un langage pour traduire ces mécanismes. Ce langage, c'est les maths. Nous, essentiellement, ce qu'on fait, c'est, pour comprendre comment fonctionne l'univers, on le met en équation, et après on compare ce que nous donnent nos équations avec ce qu'on trouve dans nos expériences. Et en faisant des allers-retours entre équations, alors on dit prédiction, ce qui fait sourire certains, c'est pas au sens de ma boule de cristal médicure, c'est vraiment prédiction, à faire un calcul. On compare ça avec ce qu'on voit dans nos expériences, et par aller-retour, on enrichit notre compréhension de l'univers. Alors, vous voyez ici, les ingrédients d'un modèle, c'est les objets physiques qu'on a découverts et observés, donc pour nous c'est les particules. Certains principes, par exemple, essentiellement les principes de la mécanique quantique et de la relativité, restreints pour nous, on est vraiment à petite échelle. Et un point excessivement important, et je vais passer un petit peu plus de temps dessus, les symétries. Tout ça, on utilise les maths, c'est Galilée qui disait les mathématiques sont le langage de l'univers, autrement dit, j'utilise le langage de l'univers pour traduire tout ça dans une grosse équation, un modèle. Ce modèle me permet de faire des prédictions théoriques. D'un autre côté, j'ai mes observations expérimentales, je mets ça en balance, je vois si ça colle ou si ça colle pas. Ça marche dans les deux sens. Un modèle théorique peut comporter plus de choses que ce que j'ai déjà observé, on va voir des exemples, et donc me donner une idée de choses que je n'ai pas encore vues, comme le boson de Higgs, mais qui devraient exister. Au contraire, les observations expérimentales peuvent dire ton modèle lui est pas bon, il faut que tu le remettes, faut que tu le repasses au marbre. Donc tout ça, ça se fait par aller-retour. Et le principe de base de notre démarche expérimentale, c'est ce que disait Feynman, un autre prix Nobel. Alors lui, il n'a pas eu le prix Nobel, mais c'est parce que le prix Nobel n'existait pas encore. C'est, peu importe si ta théorie est belle, peu importe si tu es super intelligent, si ta théorie ne met pas en accord avec l'expérimentation, quelque part elle est. Donc tout ça, et encore une fois, c'est vraiment des allers-retours. La théorie nous apprend des choses, l'expérience nous en apprend d'autres, et tout ça nourrit notre compréhension de l'univers. Alors les ingrédients expérimentaux, ce qu'on a observé, c'est donc les observations et les découvertes. C'est pas une question récente de se poser la question de quoi elle constitue l'univers. Là par exemple, je remonte au 5e siècle avant notre ère, avec Empédocle qui disait que l'univers est constitué de 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Et puis un siècle après, c'est Démocrite qui dit non, l'univers est constitué de 2 choses, le vide et la matière. Déjà alors, très important, il a introduit la notion de vide, c'est Démocrite qui l'a fait. Le vide et la matière est constituée de tout petits grains insécables. La traduction en grec de truc insécable, c'est atome. C'est Démocrite qui l'a introduit. Et alors, cette idée-là, dont on sait maintenant qu'elle est quand même un petit peu simpliste, va durer 23 siècles, mine de rien.
Ensuite, à partir de la fin du 19e siècle, il y a un emballement dans les découvertes. Ça commence avec Thomson qui découvre en 1897 l'électron, puis le noyau atomique par Rutherford au début du XXe siècle. Chadwick découvre le neutron. On commence à avoir une image de l'atome qui est plus comme celle qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire un noyau constitué de neutrons et de protons, autour duquel il y a un nuage électronique. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas d'autres découvertes. Alors ça, elle me fait rire. C'est la découverte des rayons X par Röntgen, et c'est la main de Madame Röntgen, n'est-ce pas, avec le photon comme grain de lumière par Einstein, les interactions électrons-photons, donc lumière et ondes, matière et ondes électromagnétiques, et le neutrino. Donc, à peu près à cette époque, on est assez satisfait de nous, on a l'impression qu'on a tout compris. On a pour le monde classique, on a la mécanique qui marche très bien, on a la thermodynamique, et puis au niveau des particules, on a protons, neutrons, électrons et l'électromagnétisme. Super. On a l'impression qu'on a compris tout l'univers. On va voir que ça va un tout petit peu s'en aller. Alors ça, c'était les ingrédients observés. Maintenant, il y a des ingrédients théoriques. Alors je l'ai dit, il y a les principes, mécanique quantique et relativité. Alors je vous le dis tout de suite, mécanique quantique parce que les particules sont des objets à des dimensions qui nécessitent la mécanique quantique, et relativiste, ils peuvent être super vite. Donc on est obligé de marier les deux dans une grosse théorie. Traitement des infinis, j'en parle pas, et puis surtout compréhension des symétries fondamentales. Alors la symétrie, c'est un truc génial parce que c'est complètement intuitif. Tout le monde sait ce que c'est une symétrie. Il faut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose soit symétrique. D'accord? Dire que quelque chose est symétrique, ça me donne des informations sur le quelque chose. Tout le monde le sait, si je dis c'est une symétrie sphérique, vous allez immédiatement imaginer quelque chose. En fait, c'est vachement fort une symétrie. Si admettons j'ai une sphère avec un axe, je vous dis fermez les yeux 2 secondes, je fais tourner ma sphère, je vous dis que je fais tourner ma sphère, rouvrez les yeux, vous allez voir la même chose, parce que ma sphère a une symétrie sphérique. D'accord? Vous allez voir exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une permanence, quelque chose qui a été conservé, pendant qu'il y a eu un changement, je l'ai fait tourner. Une symétrie, c'est ça. Et c'est colossal dans toute la construction de toute la théorie des particules. Donc vous voyez, ça nous donne une information sur les objets. Dire qu'il a une symétrie sphérique, cylindrique ou plane, par exemple les symétries du carré, hein, ça nous donne une information sur l'objet. Au début, les symétries, c'était que des constatations expérimentales. Alors, pour un physicien, donc, que quelque chose se conserve, c'est une symétrie, donc la conservation de l'énergie totale. Pour nous, c'était une symétrie, mais c'était une constatation expérimentale. Ok, l'énergie se conserve. Puis il y a d'autres conservations. À un moment, Einstein a identifié un groupe qu'il a appelé le groupe fondamental de symétrie, c'est les symétries d'espace-temps. Et ça nous a permis, Jean-Pierre en a parlé, de commencer à voir des caractéristiques fondamentales des particules, qui sont donc la masse, par exemple, le spin aussi, on en a parlé un petit peu, c'est les petites, tout petites particules. À partir du moment où Einstein a dit attention, ça c'est fondamental, on a commencé à s'apercevoir qu'on pouvait construire les modèles en imposant qu'ils soient symétriques. On se dit ok, très bien. A priori, je sais que ma nature, je le constate, est symétrique sous certaines transformations, et bien maintenant je ne construis plus que des modèles qui soient symétriques. Le plus général possible, qui répondent à mes principes et qui soient symétriques. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez un peu le changement de point de vue. Avant, je constatais les symétries. Après, j'ai commencé à construire mes modèles avec. Donc, c'est devenu constitutif des modèles. D'accord? Et donc, à partir de là, le modèle qui décrivait mes particules, je lui ai demandé de répondre à certaines symétries qui étaient aussi importantes que la conservation de l'énergie. Et ça permet, avec la théorie, de donner des nombres quantiques caractéristiques de chacune des particules. Ce qui distingue une particule ponctuelle d'une autre particule ponctuelle, c'est ces nombres quantiques. On en a parlé, il y a la masse, il y a le spin, il y a la charge électrique, mais il y en a plein d'autres. Et évidemment, avoir mes particules et comprendre comment elles fonctionnent, ou écrire ma grosse équation, c'est la même chose. C'est juste un ami qui fout plus la trouille que l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple de la puissance des symétries. Les éléments chimiques, vous connaissez, vous avez déjà vu tout à l'heure le tableau de Mendeleïev, comme ça vous l'avez peut-être pas vu, il est un peu vieux celui-là, c'est celui de 1869. Les substances chimiques sont connues pour les premières d'entre elles en tant que substances depuis l'Antiquité, puis après en tant qu'éléments, puis après vraiment en tant qu'éléments chimiques. En 1869, Mendeleïev se retrouve à la tête d'une soixantaine d'éléments. Là, il se dit, c'est pas possible. Ça pour un physicien, c'est carrément insupportable. Toute cette foultitude de choses, il doit y avoir un principe derrière. Encore une fois, nous, notre but dans la vie, c'est de comprendre les choses le plus simplement possible. Alors, il classe. Et il s'aperçoit que s'il classe par masse croissante, et en changeant de ligne à chaque fois qu'on récupère un même comportement chimique,
il a un joli tableau comme ça, qui reflète le comportement chimique des éléments et dans lequel les lignes et les colonnes vont dire quelque chose. Là, j'ai identifié des symétries, là, j'ai classé. Et là, c'est plus fort que ça encore. Avec son tableau théorique, il dit, attendez les gars, il y a des trous dans mon tableau. Si vous cherchez bien, vous devriez pouvoir trouver des éléments à cette place-là, etc. On cherche, on trouve. Par exemple, strontium, gallium, germanium, et puis plein d'autres. Et ça, c'est les symétries qui nous nourrissent. Maintenant, après des années et des années d'aller-retour, on a tous les éléments chimiques qui sont représentés là. Donc, avec identification de cette symétrie, le truc qui est très important à comprendre là-dedans, c'est que qu'est-ce que ça me dit de pouvoir classer mes éléments chimiques comme ça? C'est signe d'une structure sous-jacente de l'atome. Ça me dit qu'il y a un certain nombre d'électrons qui tournent autour d'un certain nombre de protons et de neutrons. C'est ça que ça reflète. Donc, la symétrie me donne des renseignements puissants sur les constituants sous-jacents de mes molécules, de mes atomes. Au niveau des particules, c'est la même chose. Donc au début des années 30, c'est ce que je disais, bonne description de la physique fondamentale, on est super content, on a une matière qui est faite électron, proton, neutron, puis on a une loi, l'électromagnétisme, on se dit on a tout compris à l'univers. Et puis pas de peau, enfin pas de peau pour nous, surtout, vous savez de quoi je parle, hein. En 1912, Monsieur S découvre les rayonnements cosmiques. Ah mais dans ces rayonnements cosmiques, c'est bien gentil, mais apparaît un truc bizarre, le néon, et puis des pions, des kaons, et puis une foultitude de choses. Là, c'est le bazar intégral. On voit bien qu'on n'a pas tout compris. Et ça nous fait, à nous, exactement le même effet que la foultitude d'éléments de la table de Mendeleïev à Mendeleïev. Il faut qu'on classe. Bien. Alors, première tentative de classement. On essaye de les ranger, alors, par masse, plus... Donc là, toutes ces lettres grecques, c'est une particule à chaque fois. On essaye de les ranger par masse. On essaye de les ranger par charge électrique. On leur trouve d'autres nombres quantiques. Peu importe, mais en gros, ça les caractérise, comme par exemple le S, là, pour strangeness et l'étrangeté, le nombre baryonique, le grand B, là. On essaye, mais ce tableau, il dit rien. Il ne dit pas en particulier comment les particules interagissent entre elles. Donc on a déjà commencé à identifier des caractéristiques, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Et c'est là qu'attention les yeux. Il y a un super théoricien, Gell-Mann, qui était un féru de mathématiques, qui tout d'un coup se dit, attends, moi j'ai un groupe de symétrie en maths, qui me donne des boîtes. Alors, c'est pas la peine d'essayer, c'est hyper compliqué, c'est pas la peine d'essayer de comprendre ce que c'est. Voyez ça comme des tiroirs. Il a une symétrie mathématique qui a des tiroirs de cette forme-là, avec sur les axes ces caractéristiques, ces nombres quantiques. Et miracle, toutes les particules qu'on a identifiées jusqu'à maintenant rentrent là-dedans, chacune à leur place. Il se dit, hey, yeah, j'ai compris un truc là. Sauf que les physiciens, eux, lui disent, tes maths pures là, ça sort d'où? Alors il leur fait le même coup que Mendeleïev. Il leur dit, ah ouais, mais là, moi, j'ai pas de particules. J'ai une case vide dans ce tiroir. Cherchez, on verra bien. Et de fait, ça prend 2 ans, mais on identifie l'oméga moins. Exactement, avec les bons nombres quantiques, la bonne masse, tout ce qu'on attend. Donc là, ça emporte le morceau. On se dit, ok, il y a des symétries super constitutives et super fondamentales pour notre description des particules. Et c'est exactement comme avec Mendeleïev, le fait de pouvoir classer les atomes dans ce tableau, ça nous donnait une information sur les constituants élémentaires des atomes. On s'est aperçu que le fait de pouvoir ranger toutes ces particules dans ces tiroirs un peu bizarres mathématiques, ça nous donne une information sur les particules constitutives. Il n'y en a pas une de celles-là qui soit élémentaire. Elles sont constituées de quoi? C'est exactement la même chose. Mendeleïev, ça nous donne une idée de la structure profonde de l'atome. Gell-Mann, ça nous donne une idée de la structure profonde des protons, des neutrons et de toutes les autres. Elles sont toutes constituées de quarks multiples. Donc les symétries, on a commencé à les donner très proches. Alors, après des dizaines d'années d'aller-retour entre les observations expérimentales et la théorie, vous avez déjà vu ce schéma, donc on commence à comprendre à peu près quelles sont nos particules. Alors Jean-Pierre a raison, hein, pour l'instant élémentaires, mais c'est là qu'on en est. Et donc, on a besoin effectivement que d'un tout petit nombre de briques élémentaires, c'est 12 particules de matière, alors il y a leurs antiparticules, et comme on sait qu'elles ont toute une, je me concentre sur les particules de matière, elles sont classées en 3 familles. Alors, chaque famille, là, c'est une colonne. Dans chaque famille, il y a 2 quarks, un neutrino et un lepton que vous avez déjà vu tout à l'heure.
Ça, c'est une partie de mon modèle standard. L'autre partie de mon modèle standard, vous l'avez vu, c'est bien gentil de décrire les particules, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment elles interagissent entre elles. Alors, les interactions entre particules, c'est par échange d'un messager, qui est le boson médiateur, ou le boson vecteur. Ce qu'on peut voir, c'est un peu comme si vous imaginez deux personnages dans des barques qui s'échangent un ballon. Ils vont se rapprocher ou s'éloigner, en l'occurrence s'éloigner. Et donc, vous pouvez voir le ballon comme le boson médiateur de la force qui éloigne Joe et John. Nous, on ne sait pas dessiner, les physiciens, comme dit un pote tout le temps, donc nous, ça donne ça, hein, le graphe de Feynman, mais c'est la même chose. On a 4 interactions, on les a déjà vues. Il y a l'électromagnétisme, c'est tous les phénomènes électriques et magnétiques. Vous voyez, on a déjà une unification. Électromagnétisme, c'est tous les phénomènes électriques et magnétiques. Avec une onde électromagnétique qui est le photon, qui est donc porté par ce boson. Le photon, c'est ce messager, il est de masse nulle. Les particules concernées sont toutes celles qui ont une charge électrique. Et ça, alors pour le coup, là, l'électromagnétisme, c'est pas étonnant que ce soit l'interaction qu'on ait découvert en premier, parce que c'est responsable d'à peu près tout et n'importe quoi. Sauf Spilling. La deuxième interaction, c'est l'interaction faible. Alors, c'est ce que Jean-Pierre disait, hein, c'est responsable de la désintégration d'état, de la radioactivité. C'est donc source de l'énergie solaire et donc de l'énergie tout court, puisque photosynthèse est pointue. Les messagers, c'est encore 3 bosons vecteurs, W+, W- et Z0. Et les particules concernées, c'est quark électrons, tous les fermions. Et puis enfin, il y a l'interaction, alors pas et puis enfin, parce que j'en ai peut-être une, il y a l'interaction forte, donc c'est ce qu'on disait, c'est les gluons, il y en a 8, qui collent la matière nucléaire entre elles, donc protons et neutrons, et puis les quarks à l'intérieur des nucléaires. Et c'est tant mieux si c'est comme ça, parce que c'est pour ça qu'on est là. Les particules concernées, c'est toutes les particules. Alors, tout à l'heure, on parlait de la charge électrique. Il y a aussi une charge qui correspond à ça, qui est la charge de couleur. Donc, tout ce qui est coloré, comme particules, c'est quark et gluon. Et alors, on en parlait un petit peu, l'interaction gravitationnelle. Il y aurait peut-être un graviton qui serait le boson médiateur, qui serait le boson messager. Le problème, c'est que c'est vachement difficile à étudier, parce que nos particules, par exemple le proton, il a une masse de 1 GeV. Alors, vous avez déjà vu, hein, le giga-électron-volt. Le problème, c'est qu'un GeV, c'est 1,8 10-27 kg. Autrement dit, la force gravitationnelle sur mes particules est totalement négligeable par rapport à toutes les autres à étudier sur le plan du chemin. On fait des efforts quand même. On est en train de ralentir très fort des particules pour essayer de voir comment elles tombent. Donc en résumé, j'ai mes particules. Alors les fermions ici, les particules de matière, et puis les bosons ici, qui sont parfaitement équivalents. Je vous la mets parce que moi je la trouve très belle, tout le monde la trouve très incompréhensible, mais au bout de quelques années d'études, je vous jure, on y arrive. C'est exactement équivalent à ça. C'est-à-dire, ça, c'est une grosse équation qui est équivalente à ça et leurs interactions. D'accord ? Cette grosse équation, évidemment, elle répond à toutes les symétries. Il y a une faute ? Non, pas dans celui-là. Je l'ai déjà faite. Cette équation-là, ces deux équations-là, elles répondent à toutes les symétries qu'on a identifiées comme fondamentales. On est très content de nous, ça c'est l'état de l'art avant 1964. Ce qui est hyper important, alors donc ça c'est le modèle mathématique, il est équivalent à ça et à ça, hein, parce qu'il y a les interactions ici et les particules de matière là. Ce qui est hyper important, c'est ce que je disais au début, ça c'est validé par l'expérience. Et c'est pas validé une fois par l'expérience, et c'est pas validé un peu par l'expérience. L'accord entre les prédictions théoriques de ce truc et les observations expérimentales, c'est parfois à 10 chiffres après la virgule, voire, je ne sais plus, 20 je crois pour le alpha. Donc, le pouvoir prédictif de ce modèle mathématique-là est colossal. Autrement dit, on en est super content. Et pas sur inobservable, sur plein. Et juste un léger petit défaut, et tout léger, c'est le cas de dire, dans ce modèle, les bosons Z et W n'ont pas de masse. Pas de chance, je les mesure en laboratoire, et alors là, dans le genre désaccord, c'est colossal, ils sont hyper massifs. Et j'arrive pas à mettre des masses à mes bosons là-dedans, sans flanquer en l'air toutes les symétries. Sauf que moi, j'espère que je vous ai convaincu, les symétries, on y tient. Elles sont vraiment constitutives du modèle. Alors là, on a un espèce de gros bug. Il se trouve qu'il y a tout un tas de théoriciens qui réfléchissaient au truc. Alors en particulier, je ne sais plus qui me posait la question tout à l'heure, sur les phonons. Ça, c'était à cette époque-là. Donc on commençait à se dire, si je brise une symétrie, je vais vous expliquer rapidement, mais si je brise une symétrie, je fais apparaître des bosons massifs. Donc j'ai peut-être un moyen, en tortillant un peu ma théorie,
de donner une masse à ces bosons. Le problème, c'est ce qu'on a appelé le problème de brisure de symétrie. Ouais. Je vais vous expliquer rapidement comment on peut briser une symétrie sans briser... comment je vais vous dire ça? Je vais vous donner un exemple de comment on peut faire en sorte que les états physiques que je regarde ne respectent pas la symétrie, alors que mon modèle, mon équation, continue à la respecter. Si vous prenez... Je pense que ça ne va pas marcher, je ne vais pas le faire, en plus c'est plein d'eau. Si jamais j'appuie de façon parfaitement symétrique en haut et en bas de cette bouteille, d'accord? Mon système là il est symétrique, je mets une force comme ça ici, une force comme ça ici, mon système plus les forces qui s'appliquent dessus c'est symétrique. Si j'appuie comme une brute, ma bouteille va se tordre. Néanmoins, les équations qui décriront mon système seront toujours les mêmes et seront toujours symétriques. Mais mon système aura choisi un état fondamental qui n'est pas symétrique lui. Quand si je la là, elle est plus symétrique. Par contre, tant que je continue à appuyer avant que ça fléchisse, ça reste symétrique. C'est ce qu'on appelle une brisure, bon ça ne m'a pas l'air spontané, j'ai appuyé dessus, mais dans le modèle ça l'est. C'est ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie, ça veut dire mes équations restent symétriques, mais l'état physique qui est décrit, lui, ne l'est plus. C'est super important parce que ça veut dire que je vais pouvoir donner d'une façon ou d'une autre des masses à mes bosons, tout en faisant en sorte que j'ai respecté les symétries que je voulais garder à tout prix, mes sacro-saintes symétries dans mon modèle. Alors ça a pris du temps. C'est donc le fameux... Alors je vous les présente. En 64, il y a deux papiers qui sont sortis en même temps. Un papier qui a été écrit par messieurs Englert et monsieur Brout. Alors monsieur Englert, il est ici avec la chemise de rayures. Monsieur Brout qui est décédé, j'ai fait des photos. Et puis, quasi en même temps, monsieur Piteritz, qui est là, tous les deux, tous les trois du coup, sortent des papiers qui voilà. Alors du coup, je vais prendre mon titre en après. Tous les trois sortent deux papiers quasiment simultanément qui expliquent comment, dans la théorie, je peux me débrouiller pour garder mes symétries tout en faisant en sorte que mes états physiques ne soient plus symétriques. Et donc, je peux donner des masses à qui je veux. Alors, une autre façon de le voir, on dit toujours le chapeau mexicain de Higgs, que je sache, Higgs n'a pas de chapeau mexicain, mais bon, vous voyez bien que cette figure-là, bon alors évidemment on l'a ouvert pour mieux comprendre, cette figure-là de chapeau mexicain c'est parfaitement symétrique, tant que mon état fondamental est là, c'est parfaitement symétrique, sauf que, hop, il peut très bien tomber, parce que là c'est quand même plus stable, en dessous. À ce moment-là, ça n'est plus symétrique, il aurait pu être là, mais là. Le mécanisme de Higgs, c'est ça. C'est comment garder les symétries dans mon modèle tout en les flanquant par terre, mais soft. Alors, ça a mis énormément de temps à tortiller le modèle pour pouvoir en arriver là. Ça nécessite l'introduction dans ma grosse équation, que moi je trouve belle et que tout le monde trouve moche, d'un nouveau champ, comme le champ électromagnétique, sauf que c'est le champ de Higgs, et d'un nouveau boson, le boson de Higgs. Et puis, sinon, ça tortille mon modèle de telle sorte que, alors là, pour le coup, les résultats expérimentaux, tout y est, y compris les masses de mes particules. Super. Juste que pour confirmer que c'est bien ça qui se passe, il faut que je trouve le fichu boson, et ça nous a pris un paquet de temps. Rien de le dire. Alors, accessoirement, il faut que je vous dise quand même un truc. Ces deux messieurs, ils ont donc inventé quelque chose de théorique, le boson de Higgs, pure spéculation théorique, pour sauver le modèle, d'accord? Et ces deux messieurs, de leur vivant, ils ont vu qu'ils avaient raison. Et que la particule, elle existait, elle fait partie de l'univers, elle est dedans. Je peux vous dire qu'ils étaient... Là, c'est le jour du 4 juillet, quand on a fait l'année dernière, 2012, quand on a fait l'annonce qu'on avait découvert le boson de Higgs. Ils étaient émus aux larmes. J'ai eu très très peur qu'ils fassent un malaise. Mais ils sont ravis. Alors, juste pour vous foutre la trouille, alors ça va vous réveiller un grand coup. Là, c'est une fois que j'ai rajouté le boson et le champ de Higgs. L'équation, elle est un petit peu plus compliquée, mais pas si sortie que ça. Et là, juste pour vous donner une idée, vous savez ce que c'est qu'un écart standard? Bon, hein, c'est quand je mesure quelque chose, ça vaut x plus ou moins sigma, ou plus ou moins delta x. Ce delta x, c'est un écart standard. Et donc, si là, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la prédiction théorique sur tout un tas de choses qu'on peut mesurer avec la mesure. Et on voit à combien d'écarts standards, donc à combien de delta x on est. Et là, c'est 1. Et donc, à part celle-là qui nous gonfle depuis des années, le modèle standard est quand même super bien.
Donc il continue à être solide et il est encore mieux qu'avant. Donc la seule façon... Ah oui alors, du coup, je rajoute un truc, un ingrédient dans l'histoire de l'univers, mais je vais me contenter des 10-12 premières secondes après j'arrête. Donc on a dit Big Bang, qui me fait une Big Bang. Un petit peu avant 10-12, on a dit l'univers est encore très chaud, il se refroidit. Toutes les interactions sont unifiées, Jean-Pierre l'a bien expliqué, les bosons sont sans masse. Et puis à 10-12 à peu près, c'est un peu comme la condensation, il se refroidit mon univers, donc ça se condense, donc il y a une certaine tension qui s'installe dans le vide, et les particules commencent à être freinées par cette tension. Et en fonction de la caractéristique de la particule, elles sont plus ou moins freinées. Quand les gens me demandent d'expliquer un peu comment les particules acquièrent une masse dans le champ de Higgs, je leur dis toujours imaginez de la mélasse. Imaginons que vous n'avez pas de masse, vous devez traverser de la mélasse, ça vous freine. Bon, ben voilà, c'est un peu ça qu'on peut voir, l'interaction dans un champ d'une particule qui acquiert une masse parce qu'elle essaye de se déplacer dans le champ avec lequel elle interagit. Ce serait ça qui se passe. Alors, bien, on est super content de notre modèle en 64. Il n'y a plus qu'à chercher le boson de Higgs et vous allez comprendre pourquoi ça nous a pris un petit peu de temps. Alors, comment on cherche ou comment on étudie une particule élémentaire? La plupart des particules, quasi toutes, sauf fort heureusement celles qui nous constituent, sont instables. Ça veut dire que sitôt produites, elles se désintègrent. Donc pour les étudier, la première chose que je dois faire, c'est les produire. Comment je les produis? J'utilise l'équivalence énergie-masse super connue d'Einstein, E égale mc2. Ça veut dire la masse donc des particules, c'est de l'énergie, et vice-versa. Pour que j'ai toutes les chances de mon côté d'avoir un maximum d'énergie, en plus je les accélère, c'est le sens du petit gamma que vous voyez là, peu importe mathématiquement, mais ça veut dire qu'elles ont de l'énergie de masse plus de l'énergie cinétique. Donc je me débrouille pour avoir vraiment beaucoup d'énergie. Je les collisionne. Ce qui est magique dans une collision, enfin magique, c'est la rien magique, c'est ma grosse équation là, que vous trouviez horrible. Ce qui est bien dans les collisions de particules, c'est que, alors c'est un peu naïvement représenté avec mes fraises là, avec une collision toujours de fraises, j'obtiens des bananes, des aubergines, des ananas et tout n'importe quoi. Donc pour pouvoir créer des particules instables, que je n'ai pas nativement dans l'univers, ce que je fais, c'est que je collisionne. On va faire ça avec des protons, on peut faire ça avec plein de choses. De là, de cette collision, vont être créés, c'est exactement le E égale mc2 à l'envers. J'ai créé de l'énergie, E, du coup j'ai plein de mc2 qui sont créés. Je vais pouvoir étudier toutes les particules qui sont créées. Et ce qui est super avec ma grosse équation, que vous avez tort de trouver moche, c'est qu'elle me permet de calculer tout ce qui va être produit et dans quelle proportion. Ah, très bien. Comment je fais pour lui? Alors donc, le problème c'est qu'évidemment, comme le disait ce monsieur avant tout le monde, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si je veux créer une particule qui a une certaine masse, il faut que j'ai l'énergie correspondante dans ma collision. Ok? Très bien. Et il se trouve que mon modèle super génial, que je trouve toujours aussi beau, il dit tout sauf la masse du boson de Higgs. Inconnu total au matériau. Donc je ne sais pas quelle énergie je dois mettre dans mes accélérateurs pour le produire. Donc j'essaye. Et si je trouve rien, je dis très bien, j'ai pas assez d'énergie, je vais devoir construire un accélérateur plus puissant, avec plus d'énergie, pour chercher la plus haute masse. Ok, super, on met des limites. Alors en 2009, quand on a démarré le LHC, on avait une limite. Vous voyez, c'est 114 GeV. Je vous rappelle que le proton, c'est 1 GeV. On est quand même en train de ratisser très très haut là déjà en énergie. Et puis il y avait une petite bande qui était une petite bande de masse qui était exclue. On savait qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher là par un accélérateur, un collisionneur qui était aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ma masse elle est supérieure à 114 GeV. Je vais devoir construire un accélérateur qui va me permettre de fournir beaucoup d'énergie. Bien. Alors, à peine plus compliqué, même si ça peut vous faire peur. La deuxième chose qui est importante, c'est ce que me permet de faire ma grosse équation. C'est calculer donc en quelle proportion, s'il y a un boson de Higgs à telle masse, en quelle proportion il va être créé. Ne vous prenez pas la tête avec les unités, sachez simplement que au LHC, donc ça c'est 3 énergies rendues disponibles par le LHC, ça c'est la probabilité de créer tout et n'importe quoi, ça c'est la probabilité de créer un boson de Higgs. Vous voyez peut-être pas bien, mais là il y a un facteur 10 milliards. Ça veut dire que si le boson de Higgs existe, à une masse, en l'occurrence ça tombe bien, c'est presque la sienne là, j'ai donc une chance sur 10 milliards de le produire. Comme je ne vais pas attendre 150 milliards d'années pour pouvoir l'étudier, le fichu boson de Higgs, eh bien j'ai intérêt à produire le plus de collisions possible pour pouvoir en accumuler quelques-uns.
ce qu'on étudie là, c'est des événements très rares. Donc, cahier des charges, pour chasser le boson de Higgs, c'est pour ça que ça nous a pris du temps, on a besoin d'énormément d'énergie et d'énormément ce qu'on appelle de la luminosité, peu importe, ça veut juste dire beaucoup de collisions de particules pour avoir une chance de voir mon œuvre. C'est le principe de Shadowc, brouillé, de rater plein de fois pour que ça réussisse. Alors, l'outil qu'on a construit pour ça, c'est donc le LHC. Je vais vous raconter un peu. Mais je vais vous parler un petit chouïa du CERN parce que c'est un lieu génial. Donc le LHC est dans le CERN. Alors, ouais. Là, en plus, vous avez visité CMS, donc c'est parfait. Là, c'est les Alpes, vous voyez le lac Léman. Il y a Genève sous la flèche là-bas. Les labos, les bureaux, tout ça du CERN sont quelque part par ici. Et là, vous voyez matérialisé, évidemment c'est dessiné par-dessus, on ne voit pas, l'anneau de collision du LHC. Donc c'est au CERN. Le CERN, c'est le Centre européen pour la recherche nucléaire. Il a été créé en 1952, si je ne me trompe pas. Ses missions, c'était la recherche fondamentale pour comprendre l'univers, et donc de fabriquer toutes les technologies les plus en pointe au service de la science, et de favoriser la collaboration entre les nations autour de la science. Pour ça, les outils, c'est les accélérateurs, donc les collisionneurs, et les détecteurs, parce qu'évidemment, une fois que j'ai produit mes particules, c'est bien sympa, mais il faut que je les regarde. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'un laboratoire comme ça, comme le CERN, on appelle ça une facility, et c'est vachement facile à comprendre, ça facilite la vie des chercheurs. C'est un laboratoire d'accueil, ça nous fournit l'expertise, ça nous fournit les outils, toute la logistique, des lieux de rencontre. C'est un lieu complètement génial. Et mine de rien, ça concerne plein de gens. Alors le CERN, c'est 20 États membres. Les États membres, en gros, c'est ceux qui votent sur les grandes décisions et qui contribuent au budget. C'est les États en bleu. On voit bien qu'essentiellement c'est l'Europe parce que c'était eux qui étaient initiateurs du projet en 1952. Il y a les États observateurs, c'est les États qui sont en vert, qui assistent aux réunions. Et puis il y a des États non membres mais qui participent aux expériences. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait en gros 10 000 scientifiques. Et 10 000 scientifiques, c'est la moitié des physiciens des particules au monde. Accessoirement, vous verrez que je fais un métier vachement fréquent, n'est-ce pas? On est 20 000 sur la planète. Bravo. Toujours est-il qu'il y en a la moitié qui participent au CERN. Et ce que ça veut dire, ça, la moitié de ces gens qui viennent de partout, c'est 608 universités et 113 nationalités. C'est un lieu génialissime. On rencontre des gens qui viennent de tous les horizons, qui parlent toutes les langues, qui ont des centres d'intérêt complètement divers, des domaines d'expertise complètement divers, des formations diverses. Néanmoins, on est tous animés par la même chose et le même enthousiasme. On a envie de faire progresser la connaissance. Et donc, tous ces gens-là bossent ensemble en bonne intelligence. C'est un lieu fabuleux. J'adore ça. Alors, on va rentrer dans le... Parce que vous, vos particules, elles sont accélérées par les gamma reverse, machin, tous les phénomènes cosmologiques, c'est bien sympa, moi, il faut que je le fasse. Donc, comment on fait? Vous avez peut-être des souvenirs d'école que, en gros, une particule chargée, quand je la soumets à un champ électrique, elle va dans le sens du champ. C'est cette partie-là que je vais utiliser pour accélérer les particules. Et puis, dans un champ magnétique, une particule chargée, ça tourne. Et c'est cette partie-là dont je vais me servir pour faire tourner les particules dans le tunnel. Alors, pourquoi Large Hadron Collider? D'abord, collisionneur. Alors, collisionneur, intuitivement, peut-être que vous le comprendrez, j'ai vachement plus d'énergie si je prends plein d'énergie dans un faisceau contre plein d'énergie dans un faisceau que quand je prends un faisceau, même très énergétique, contre une cible fixe. Donc c'est plus favorable. Un de mes buts, je vous rappelle, c'est d'avoir beaucoup d'énergie. C'est plus favorable d'avoir un collisionneur. Ensuite, quelle forme je vais lui donner mon collisionneur? Il y a des collisionneurs linéaires, avec deux faisceaux comme ça parfaitement tout droit qui se collent. Moi, je vais lui donner une forme circulaire. Pourquoi? Parce que mes particules, je vous ai dit, elles sont accélérées par des champs électriques. Il faut que je les accélère beaucoup pour avoir beaucoup d'énergie. Donc c'est évidemment plus favorable pour moi si je les fais passer plusieurs fois de suite dans les mêmes cavités accélératrices. Sinon, je vais devoir construire une foultitude de cavités accélératrices sur des kilomètres et des kilomètres. Donc circulaire. Donc c'est un collisionneur, c'est le C de LHC, c'est le collisionneur. Pourquoi grand? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai besoin, l'énergie que je vais communiquer aux particules, elle est limitée par le champ magnétique qui sert à les courber, d'accord, et par le rayon de courbure. J'ai besoin du rayon de courbure le plus grand possible. Alors là, il se trouve qu'on met, en gros, on n'avait pas d'autre place. Il y a le lac Léman d'un côté, le Jura de l'autre.
On a fait le plus grand possible, ça fait 27 km de circonférence, c'est déjà pas mal, 27 km. C'est le large de LHC. Et puis pourquoi hadron? Pour plein de raisons. Alors, je ne sais pas si vous savez, une particule chargée dans un champ magnétique, quand on la fait courber, elle rayonne. C'est le rayonnement synchrotron. Je pense qu'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler du rayonnement synchrotron. Mais elle rayonne, ça veut dire elle perd de l'énergie. Et ça, c'est pas rigolo. Il se trouve que ça, c'est en 1 sur sa masse puissance 4. Donc, plus elle est lourde, moins elle va perdre de l'énergie. Donc là, c'est en gros pour ça qu'on a fait ça. Donc, au LEP, ce qu'on accélérait, c'était des électrons. Et à la fin, tout ce qu'on mettait comme accélération sur les électrons était perdu en rayonnement synchrotron. Ils ne pouvaient plus monter en énergie. Ça ne servait à rien. Tout ce qu'on leur communiquait comme énergie était perdu en rayonnement. Donc on passe au hadron, et en l'occurrence c'est avec les protons. Donc un avantage c'est ça, c'est qu'ils rayonnent beaucoup moins, donc j'ai moins de déperdition d'énergie en les faisant tourner. Le deuxième avantage, c'est comme vous l'a dit Jean-Pierre, les protons, puis comme je le rappelais tout à l'heure, les protons c'est composite, c'est composé de quarks, mais pas que. Il y a les gluons, il y a des paires de quarks virtuels, enfin il y a plein de bagarres là-dedans. Ça veut dire que dans ma collision, ce qui va collisionner en vrai, c'est pas un blob contre un blob, c'est un élément de ça contre un élément de ça. Moi, je vais donner de l'énergie à ce proton, tout entier. Et donc, n'importe quelle partie de ce proton va emporter une fraction de l'énergie du proton. D'accord? Pareil en face. Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir accès à plein d'énergies différentes de collision. Parce que je vais avoir, pour chaque collision, je vais avoir une partie de celui-là contre une partie de celui-là. Donc ça me permet aussi de balayer tout un range en collision, en énergie de collision, sans avoir à changer mes faisceaux. Ça, c'est très pratique par rapport aux particules ponctuelles comme les électrons. Et donc, c'est le H de LHC. Alors, donc, bon, regardez juste la photo. Ça, c'est une cavité accélératrice. Si je peux vous raconter comment ça marche, c'est bête, c'est du surf. En gros, les particules qui sont à la bourre, donc j'ai un paquet de particules, c'est des protons. Les particules qui sont en retard, elles vont descendre à vague. Les particules qui sont en avance, elles vont être rattrapées. Ça, c'est un champ négatif. Et alors, ça me dit une chose, ça, c'est que non seulement, du coup, c'est vraiment du surf, je les attrape